THE, People Around the Technology. Bonjour à toutes et à tous, TNT Spotlight épisode 33, premier épisode de l'année, donc bonne année à toutes et à tous, on vous souhaite tout le meilleur du monde pour aujourd'hui comme pour demain. On va parler cinéma aujourd'hui ensemble et pour ce faire, j'accueille mes deux invités. Aujourd'hui et seulement aujourd'hui pour vous, pour un Sébastien acheté, le deuxième vous est offert. On commence avec notre invité cinéma, il a vu tous les films de Michel Larocque, il a adoré Avatar 2 et il connaît par cœur toutes les saisons de Peppa Pig, il est le directeur du cinéma Pâté la Beige. Merci d'accueillir monsieur Sébastien Lurie. Salut Seb. Bonjour Brice, et bonne année à tous. Et bonne année. Et comme on dit dans le Tour de France, c'est le régional de l'étape. La légende raconte qu'il a participé au scénario de Star Wars. Il n'a pas compris la fin de Sixième Sens et possède une collection de 743 iPods, dont 2 fonctionnels. Le prix est à débattre sur copaindavant.fr. Bonjour Sébastien Connac. Bonjour, salut à tous et bonne année. Bonne année Sébastien. Qu'est-ce qu'on te souhaite ? Beaucoup de formations cette année, j'ai pas précisé, mais les gens savent que tu es notre formateur. C'est très gentil, effectivement, et ça a très très bien démarré. Ça avait bien fini et ça démarre très bien. C'est vrai ? Pourquoi tu as fait des belles formations ? Des nouveaux thèmes peut-être ? On a beaucoup de nouveaux thèmes. En février, il n'y en aura quasiment que des thèmes inédits. Mais c'est vrai que là, on fait le plein de super clients, c'est le cas de le dire. Bah écoute, génial. Est-ce qu'on fait le plein de super clients au Pâté la Beige en ce début d'année ? Écoute, début d'année plutôt calme, pour être très honnête, mais bon, il y a une actualité qui est pas trop profitable, on va dire, au site de périphérie comme peut l'être le Pâté la Beige. C'est-à-dire l'actualité Oui. cinématographique. Bah, on est surtout sur une actualité cinématographique plutôt destinée on va dire aux grands cinéphiles et à la réessai, donc plutôt pour les cinémas profitables, pour les cinémas de centre-ville. On en parlera. On voulait en fait faire un épisode sur le rôle d'Apple dans le cinéma mondial. Donc c'est pour ça que ta présence est très bénéfique. On te remercie d'être avec nous. Mais on te posera également des petites questions générales sur comment fonctionne un cinéma, comment se passe une projection, si je n'ai que 70 €, est-ce que je peux acheter du popcorn et une boisson, voilà, des choses comme ça Tout à fait. dans le monde du cinéma. Il n'a pas trop ri à celle-là. Je savais qu'elle allait passer. Avant de commencer, on va préciser que c'est la deuxième fois qu'on enregistre cet épisode. On l'avait fait avant Noël. On avait tout bien préparé. On s'est dit, comme ça, on a le premier épisode de l'année. Et puis, il y a eu un bug technique, malheureusement. Donc, j'en profite, Sébastien, pour te remercier une nouvelle fois du temps que tu nous accordes, puisqu'on avait quand même fait un bon épisode d'1h30. Et j'en profite pour préciser qu'on a évidemment licencié la personne qui s'occupait de la technique, qui est désormais stagiaire photocopieuse sur une plateforme pétrolière en mer de Chine. Et qui s'appelait Christine et de nom Brice. Et on l'a licencié, puis voilà, on l'a remplacé par une IA que je suis aujourd'hui. Et puis voilà, on n'entendait pas bien Sébastien dans l'ancien podcast, c'était dommage, on n'entendait pas bien les deux Sébastien, on n'entendait pas Locan, donc ça c'était le point positif, mais là pour le coup, voilà. Donc, Locan, si tu nous regardes. On passe le bonjour à Locan, il est actuellement il est en Afrique. Il est au Sénégal au moment où on tourne ce podcast parce que c'est son choix. Sébastien, je vais dire Sébastien Cinéma et Sébastien Formateur. On va parler, comme on l'a dit, d'Apple et du monde du cinéma. On aurait tendance à croire, Sébastien Formation, qu'Apple et le cinéma, c'est une histoire récente, mais c'est tout l'inverse. Oui, c'est vrai que ça remonte, je n'irai pas jusqu'à dire à l'origine d'Apple. Rappelons qu'Apple est né en 1977. Mais peut-être le point de bascule entre Apple et le cinéma, ou le point de rencontre entre Apple et le cinéma, c'est le lancement du Macintosh en 1984, puisque pour ce lancement, les équipes d'Apple avaient souhaité une publicité qui soit le plus marquante possible, et ils avaient fait appel à leur agence de l'époque, TBWA Chiat&Day. Et à l'époque, ils avaient réussi à recruter un réalisateur vedette déjà à l'époque, puisque c'était Ridley Scott qui avait réalisé le fameux spot qui s'appelle 1984. Mais à l'époque, Ridley Scott, c'est pas n'importe qui, c'est déjà Alien. C'est déjà Alien, c'est déjà un gros bagage cinématographique, c'est quelqu'un dans le business, et c'est pas un bon petit réalisateur inconnu ou qui pourrait avoir fait déjà un petit truc qui a marché. C'est déjà quelqu'un qui est vraiment en place dans le cinéma hollywoodien. On précise, Sébastien Cinéma, que tu es un féru d'Apple, puisque sur la table, je vois un Samsung S quelque chose. S24 Plus Ultra. Voilà, il fait sa petite pub Ultra. gratuite. On va se faire censurer par le podcast. J'ai oublié de vous dire, j'ai préparé un petit quiz aussi. On va essayer de faire des épisodes interactifs. Et tu la couperas au montage, c'est pas grave. Non, on va la garder. On respecte la pluralité. Et tu me disais hors antenne que tes employés les moins performants, tu leur offrais des Wico. Alors on s'est dit, on va garder ça à l'antenne. Toi, Sébastien, est-ce que tu peux nous parler en quelques mots de ton parcours ? Comment tu es arrivé directeur de cinéma ? Comment on arrive directeur de cinéma ? Est-ce qu'il y a des écoles de directeurs de cinéma ? Bah écoute, j'ai envie de te dire que ton podcast, il va être pourri puisqu'il en a pour 1h30. Non, pour faire très vite, je suis sorti d'études en fait de management et de gestion appliquée au milieu culturel. En fait, à la base plutôt destiné en fait à tout ce qui était organisation de festivals, de concerts,
manager des compagnies de théâtre ou des choses comme ça. Et je suis tombé un peu par hasard dans le milieu du cinéma parce qu'en fait j'avais un bagage avant où j'avais travaillé en fait en station-service, donc ça n'a rien à voir, mais en fait j'avais fait beaucoup de caisses et dans une station-service qui marchait fort, donc en fait donc un gros rythme de travail. Et quand je suis rentré au cinéma, c'est ça qui a plu parce qu'en fait je suis rentré au cinéma caissier, donc vraiment au bas de l'échelle. Et j'ai la chance en fait d'être tombé dans un groupe comme le groupe Pathé, qui en fait privilégie énormément la promotion interne par rapport au recrutement externe. Et en fait, ça m'a permis en fait de connaître tous les échelons et un petit peu tous les postes, et donc du coup de comprendre un maximum de codes qui font partie en fait de l'exploitation cinématographique. Il faut préciser que tu es relativement jeune, tu viens de faire tes 40 ans. Ouais, exactement, 41. Donc c'est gentil de me rajeunir. Mais écoute, oui, effectivement, après, je suis directeur déjà depuis un paquet de temps parce que j'ai été nommé directeur adjoint, je devais avoir 32-33 ans. Donc ça fait quand même bientôt 8 ans. Et écoute, c'est encore une fois la chance d'être dans un groupe comme Pathé où à partir du moment où tu t'investis, tu travailles, tu as des idées, tu es dynamique, et ben écoute, on te fait confiance. Et en tout cas, je suis très content d'être rentré là par pur hasard à la base et d'avoir fait mon petit trou. C'est joliment dit. T'étais à Orléans avant, c'est ça? J'ai senti tes pensées. Non, mais c'est le regard de Sébastien Connac. À chaque fois qu'il y a un truc de travers, je sais que... Voilà. Non, t'étais à Orléans avant, c'est ça? Effectivement, j'étais à Orléans avant, et il y a 3 ans et demi maintenant, j'ai débarqué ici à Toulouse. On salue nos collègues de Chichi Orléans, parce qu'on a un magasin là-bas. Sébastien, est-ce que tu peux nous... Alors, c'est vrai que c'est compliqué. Sébastien, formateur, est-ce que tu peux nous parler un petit peu du développement d'Apple, pas cinématographique, mais du développement général d'Apple par rapport à la personnalité de Steve Jobs, puisqu'on va venir aussi sur sa personnalité qui a été mise en avant dans 2 films. Comment ça se passe le développement d'Apple dans les années 80, puisqu'on sait que Apple n'a pas toujours été ce qu'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire la société qui est valorisée à des millions de milliards. Exactement. Alors, on va faire une mini bio ultra rapide. J'ai dit tout à l'heure que Apple est fondé en 1977 par 2 Steve Jobs et Steve Wozniak. Steve Jobs, on va dire, c'est la tête pensante. Wozniak, c'est, je dirais pas l'exécutant, c'est quelqu'un qui a des idées, beaucoup d'idées, mais qui est plus technicien, qui est plus dans l'ombre, qui est moins show-off, évidemment, que ne l'est Steve Jobs. C'est 2 caractères qui sont différents, mais relativement complémentaires, parce qu'ils seront de toute façon, même si le destin les a séparés sur le plan professionnel, ils sont restés amis jusqu'à la disparition de Steve Jobs. Donc Steve Jobs monte Apple avec l'autre Steve et un troisième, on fera peut-être un jour un podcast l'histoire d'Apple avec un troisième associé qui au bout de 6 jours souhaite récupérer sa mise de fonds et qui aujourd'hui évidemment doit amèrement regretter, mais je crois qu'il a disparu il y a quelques temps, mais ses enfants doivent regretter qu'il ait vendu les parts au bout d'une semaine. Visionnaire. Exactement. Et donc au mi-temps des années 70, Apple est fondé. Et c'est véritablement dans le milieu des années 80 que la figure de Steve Jobs va exploser avec évidemment l'avènement du Mac, bien sûr, mais aussi par le fait que c'est un patron qui va être débarqué de sa propre société par le board. On rappelle que le board d'une société, ce sont les différents actionnaires qui votent, qui font les bilans de la société, qui prennent les décisions pour l'avenir d'une société. Et il va être débarqué parce qu'il a quand même un caractère assez particulier. C'est quelqu'un qui est assez ombrageux, très colérique, qui a des idées et qui est réellement visionnaire, mais qui parfois est capable de colère homérique et de, par exemple, virer quelqu'un sur un coup de tête parce que la personne n'a pas compris la mission qui lui était confiée ou s'est gentiment opposé ou a émis une idée qui était complètement contraire au choix du boss. Et voilà. Donc, Steve Jobs va être mis dehors de sa société. Va rester au placard pendant un certain nombre d'années et puis va complètement quitter la société pour refonder une autre société qui s'appelle Next Computer, donc la version suivante de ce que pourrait être Apple. Société qui ne va pas rencontrer un succès phénoménal sur le plan commercial, mais qui, sur le plan technologique et de la reconnaissance, va connaître un très 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 grand succès. Si jamais des auditeurs m'entendent et qu'ils aient un ordinateur Next qui traîne dans leur grenier, qu'ils n'hésitent pas à m'appeler. Je ferai même le voyage pour aller le récupérer à peu près n'importe où sur le territoire. Le profil sur copain d'avant. Exactement. Et voisins de confiance ou gens du voyage, je ne sais plus. Il faut préciser que c'est vrai que tu as une très grande collection de... Tu es
Je sais pas comment on dit philatéliste pour les timbres, est-ce qu'il y a un terme pour Apple? Macintoshiste. Oui, non, je garde quelques machines, mais je m'évite les gens à l'aise. C'est pas parce que vous avez un iMac de 1998 que vous avez 500 000 euros en poche. Les machines ont été depuis des années multi-produites et archi-produites. Donc, des machines rares, ça existe pas ou peu. Et si on veut faire de l'argent avec des produits Apple anciens, en fait, il faut les acheter et les laisser sous blister. Dernier exemple en date, c'est un iPhone 1 non déballé et même pas déballé du package du transporteur. Donc, faut-il s'assurer que c'est bien ce qu'il y a promis dedans, Ça se qui a trouve, c'est été complètement vendu autre chose. entre, ouais, exactement, un bout de bois, qui a été vendu, je crois, entre 50 et 100 000 euros, ce qui fait beaucoup d'argent pour un iPhone, Pas qui, mal. je le rappelle, ne fonctionnait qu'en 2G et ce qu'il y avait avant, qu'on n'appelait pas la 1G, mais j'ai oublié le nom, mais qui n'existe plus. Ce qui veut dire que c'est un téléphone avec lequel on ne peut même plus téléphoner. Mais c'est un morceau d'histoire. On rappelle que cette année, l'iPhone a fêté ses 18 ans. Il est majeur, il peut donc quitter la maison. En Europe, aux États-Unis, il faut encore qu'il attende les 21 ans. Alors revenons à nos moutons, l'histoire de Steve Jobs et d'Apple. En fait, la question qui m'intéresse, moi, si tu veux, pour la relier à l'épisode qui nous intéresse aujourd'hui, ça va être l'épisode Pixar. Exactement. Alors ça c'est une partie qui est peut-être un peu méconnue de beaucoup de gens, c'est que au milieu des années 90, Steve Jobs n'est plus chez Apple, il a monté Next. Sa société fonctionne, même s'il ne vend pas des millions de machines, la société fonctionne parce que la partie logicielle est très intéressante et il faut savoir que c'est sur un ordinateur Next que va être créé Internet. Voilà, donc ça c'est pas rien. Le World Wide Web tel qu'on le connaît, pas le réseau lui-même, mais le web tel qu'on l'utilise aujourd'hui a été créé sur un ordinateur Next. Le réseau, c'est l'armée. Le réseau, c'est l'armée. À la base, c'est ARPANET, tout à fait, et c'est beaucoup plus ancien. Et donc, Steve Jobs rachète une société qui appartenait à Lucasfilm et qui s'appelle Pixar. Et cette société produisait en fait à l'origine un logiciel de conception 3D qui permettait à Lucas de réaliser ses propres trucages dans ses films. On connaît évidemment les George sagas Star Lucas. Wars, George Lucas, exactement. Et de fait, il va racheter cette société qui produit ce logiciel de 3D et il va en faire en plus un studio qui produira évidemment, entre autres choses, le premier dessin animé numérique de l'ère moderne qui est Toy Story. Immense succès Toy Story. Seb, est-ce que tu te rappelles, toi, Alors, le premier film que tu... Ah, Et je Sébastien, crois tu que je n'avais viens pas de fini, dire une pardon. bêtise, je me demande si c'était pas 1000 et une pattes en réalité le premier. Non, je crois que Ouais. c'est Toy Story. Hein. Il est une patte incroyable. Je crois que c'est 1000 et une pattes le premier. Bah, Et à Toy chaque Story fois, est je vois venu derrière. souvent dans des quiz, justement, quel est le premier film intégralement numérique. Je crois que c'est Toy Story, justement. Peut-être que Mille et une pattes, tu as raison aussi. Ouais. Est-ce que, Seb, toi, tu te souviens déjà ton premier film que tu as vu en salle, même si c'est des souvenirs d'enfance, mais surtout tes premières impressions par rapport à ce métier, mais par rapport à ce milieu, mais en tant que peut-être pas directeur, mais quand tu es rentré dans le métier? Alors, le premier film, oui, bien évidemment, je m'en souviens très bien parce que ça m'a marqué à vie. Et au final, c'était quand même assez tard parce que c'était Les Visiteurs 1, donc début des années 90. Donc, je me souviens très très bien. En plus, j'étais allé avec mon parrain à l'époque parce que mes parents m'emmenaient pas trop au cinéma, ce qui a été plus le cas après, une fois que j'ai découvert ça. On est arrivé un peu à la bourre sur la séance, ce qui fait qu'on était assis au premier rang. Donc, je m'en souviens très très bien. Et la salle était archi blindée parce que le film était en plein dans son succès et une salle hilar, voilà, tout de suite moi ça m'a transporté vraiment et après j'ai eu la chance de pouvoir y aller de manière assez régulière en tout cas. Donc ça c'était chouette. Et par rapport à la question, effectivement, une fois que je suis rentré chez Pathé, et en fait, c'est plus on a des idées préconçues en fait sur ces métiers qui sont les nôtres. Et en fait, quand on intègre les cinémas, on a vraiment en tête comment expliquer ça ? On a vraiment en tête des choses qui peuvent s'organiser d'une certaine manière et au final on se rend compte que c'est pas du tout de cette manière-là que ça s'organise. Comme par Ouais. exemple Comme par exemple, très naïvement, je pensais que le popcorn était fabriqué sur place. Tu vois, ce sont des petits détails comme Oui, ça oui, mais ça aurait pu, hein. qui potentiellement, en fait, tu te rends compte que quand tu es dedans, si tu faisais ça sur place en termes de normes d'hygiène, tu serais sur quelque chose qui serait extrêmement compliqué à suivre.
Donc du coup, c'est pas plus mal que ça soit pas le cas, que ça soit préparé à l'avance, arrivé sous vide et tout ça. Ça n'enlève en rien à la qualité du popcorn d'ailleurs, hein, je préfère le préciser. Il est très bon. Mais voilà, c'est le genre de choses. Et puis tu t'imagines pas aussi par rapport, parce que je suis débarqué dans le cinéma, on n'était pas encore à l'ère du numérique, on était encore à la bobine, à l'analogique et tout ça. Et tu penses pas qu'il y a non plus autant de personnes qui étaient derrière à l'époque au niveau technique. Donc enfin voilà, c'est plein de choses. Et puis la manière d'organiser tes séances, la manière d'organiser tes équipes au sein des halls des cinémas pour gérer un maximum de flux. Parce qu'à l'époque, quand je suis rentré, on faisait beaucoup, quasiment tous les films à la même heure ou alors divisés en deux quarts d'heure, donc en gros 14h et 14h30, mais tu avais 6 ou 7 salles qui rentraient en même temps et c'était des rythmes extrêmement intenses. Et depuis, il y a effectivement beaucoup de choses qui ont évolué. Est-ce qu'on peut dégager alors je vais dire des tendances, des évolutions de l'univers du cinéma, peut-être pas en salle, hein, je parle pas des multiplex, je parle vraiment de la façon dont les spectateurs consomment le cinéma. Je pense qu'il y a eu un avant et un après Covid, mais est-ce qu'il y a des franchises, des sagas, des blockbusters, des choses qui ont été, comme on aime bien ce terme avec Sébastien, souvent des game changers, et qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il en est, ça ne se dit pas. Qu'en est-il aujourd'hui pour, justement, on va rattacher les wagons avec le sujet Apple qui nous intéresse, puisque aujourd'hui, Apple finance le cinéma avec les plateformes, on en parlera après. Alors des game changers, le premier, en tout cas moi le premier qui pour moi est très intéressant, c'est celui que Sébastien a évoqué juste avant par rapport au full numérique sur l'animation. Ça effectivement Pixar l'a très bien fait. Derrière il y a eu quand même une révolution et tu sais très bien là où je vais aller. Ça va être le premier Avatar avec la 3D on y vient. qui malgré tout à l'époque a été le premier film avec vraiment une 3D extrêmement bien travaillée et ce qui a été révolutionnaire. Tout le monde voulait aller le voir en 3D et moi je me souviens de l'avoir vu et d'avoir pris, c'était encore les lunettes en plus qui étaient lourdes à l'époque avec des piles à l'intérieur que t'ont distribué à l'entrée et que tu redonnais à la fin. Donc ça pour le coup il y a eu un vrai engouement derrière par rapport à la 3D pendant plusieurs années, donc qui s'est un peu estompé depuis. Et après, donc ça, même si ça avait déjà commencé à l'époque, il y a toutes ces salles et toutes ces technologies qui sont arrivées, donc que ce soit le cinéma dynamique avec KDX, que ce soit l'image maximum avec IMAX, que ce soit la précision, la finesse avec Dolby. Il y a plein de nouvelles sociétés qui étaient déjà implantées, mais qui ont, eux, travaillé des concepts maison et qui ont apporté une nouvelle expérience en salle. Donc pour moi, en tout cas de mon parcours depuis que je suis dans le cinéma, ça serait plutôt ces 3 étapes-là qui seraient assez marquantes. Et avec le Covid, est-ce qu'on remarque des changements par rapport aux habitudes des clients, alors on dit pas les clients, on dit les spectateurs. Mais est-ce qu'on remarque une vraie habitude? Est-ce que les plateformes ont changé les choses en bien ou en mal? Alors, les plateformes existaient déjà avant Covid, mais effectivement ont eu un essor majeur pendant cette période. Donc Netflix était déjà sur le marché, Disney+, n'était pas encore tout à fait sur le marché parce que Disney+, est rentré au début du Covid. Mais alors Netflix avait quand même déjà pris pas mal d'importance. Et nous, ça ne nous a pas empêché en 2019, alors que Netflix existait déjà, de faire une année record en France. Avec plus de 210 millions d'entrées, je crois. Enfin, c'était un marché qui était incroyable. Il y a Avengers, le dernier, Endgame qui sort, donc il y a beaucoup de sorties. Il y avait le Roi Lion, tu avais la Reine des Neiges 2, tu avais le Star Wars. Donc ça a été vraiment une année incroyable et tout le monde vivait très bien. Après, effectivement, tu as pointé la bonne terminologie, c'est les habitudes. Effectivement, par rapport au Covid, quand on a été forcé de rester chez nous, les gens sont quand même friands d'avoir du contenu. Et effectivement, les plateformes ont connu un essor incroyable du fait qu'on soit forcé de rester chez nous et d'avoir du contenu, alors je vais dire relativement qualitatif parce que ça va dépendre de quel côté on se positionne. Si on se positionne, pour ma part, du côté film, je reste assez sceptique. Si on parle de série, là pour le coup, je suis plutôt OK. Donc du contenu qualitatif à, on va dire, portée de 3 clics. Donc, une fois que les cinémas ont rouvert, les gens qui ont été forcés de perdre leurs habitudes, donc ça n'a pas été compliqué pour eux d'aller vers les plateformes, autant ça a été très compliqué pour nous de les faire revenir en salle parce qu'il a fallu recréer les habitudes de prendre sa voiture, de se déplacer en périphérie, en plus l'essence avait vachement augmenté à ce moment-là, donc c'était aussi un budget. Donc en fait limite à la réouverture c'était devenu un acte militant de venir soutenir sa salle et de venir assister à une séance. C'est un mot fort, hein? Ouais, c'est un mot fort, mais c'est vraiment comme ça que ça a été vécu. Et à la réouverture, on a des gens qui nous ont dit on est là parce que on sait que ça a été difficile pour vous et on veut vous soutenir, on veut pas voir le cinéma disparaître, même si au sein de la profession, pour ma part en tout cas, j'ai jamais pensé que le cinéma allait être
Enfin, allait disparaître. Donc oui, ça, c'est tous les enjeux depuis le Covid, c'est recréer ses habitudes. Et en vrai, on n'est pas encore complètement sorti de tout ça, même si ça va bien mieux depuis l'ère Covid. Il y a quand même plein de choses qui font que, vu que les plateformes, elles, se sont multipliées aussi, donc c'est pareil, entre elles, c'est un peu la guéguerre aussi. Mais donc nous, on essaie plutôt d'aller vers une forme de complémentarité avec ces plateformes par rapport au contenu qu'on propose en salle. Avant justement qu'on parle d'Apple TV+, Seb Formation qui s'est développé juste avant le Covid également, 2019, Oui, si je tout ne à dis fait. pas de bêtises. Est-ce que tu peux nous parler, on s'est arrêté sur l'histoire d'Apple et de Steve Jobs à Pixar. Une fois que Steve Jobs revient aux manettes, tu vas nous donner l'année, j'en suis certain. Quel est le rapport d'Apple avec la publicité, avec le cinéma ? Je dis le mot publicité parce que leurs spots de pub, bien souvent, sont presque des petits courts-métrages. Comment ça se passe pour eux et comment on arrive jusqu'à Apple TV+. Alors, Steve Jobs, il va revenir aux manettes, ça, je crois que c'est annoncé en fin 97. Il va être rappelé à l'époque par Gilles Amelio, qui est le CEO de l'époque, qu'il évincera quelques mois plus tard, pour devenir CEO, donc CEO par intérimaire, puis devenir de nouveau le CEO, c'est le PDG aux États-Unis d'Apple, rapidement, je crois que c'est en 2000 à peu près. Alors il y a plusieurs épisodes évidemment qui vont marquer le redressement spectaculaire d'Apple, qui est au bord du gouffre en 1997. Et entre autres choses, un des outils qui a, on va dire, rapproché ou remis Apple un peu dans le business de l'image et du cinéma, c'est entre autres la sortie de l'iMac, qui était un appareil qui permettait, outre via son écran tout à fait correct de 15 pouces pour l'époque, de regarder des films. Et il y a eu une conjonction d'événements qui ont fait que c'est devenu une série d'appareils qui ont beaucoup œuvré pour l'image. Apple et particulièrement Steve Jobs étaient très très attachés à l'image, au cinéma, à la musique, on le sait, à la typographie. C'est vraiment un esthète de tout ça. Et par exemple, l'iMac, il y a eu l'iMac DV, qui était un iMac qui pouvait directement se relier au premier caméscope DV de l'époque via un brochage qu'on appelait Firewire, qui était un brochage très rapide pour l'époque, qui était beaucoup mieux que l'USB qui venait lui aussi de débarquer. Donc déjà, on avait la promotion d'un ordinateur qui permettait à monsieur et madame tout le monde de faire du cinéma chez lui, de monter. Et on sait très bien, je pense que Sébastien peut nous le confirmer, toi aussi Brice, qui est un fervent spectateur de cinéma, que très souvent, les grands cinéastes sont des gens qui ont commencé petits, alors à l'époque du celluloïd avec des petites caméras Super 8 et autres, pour les plus riches des 16 mm. Et puis de nos jours, on a beaucoup de cinéastes qui, gamins, taxaient le caméscope VHS, puis mini DV, puis numérique, puis les petites caméras. Puis maintenant, les smartphones, et on aura, je pense, une génération à venir dans les générations alpha et puis bêta qui ont démarré au 1er janvier de cette année, de gamins qui seront peut-être demain des immenses réalisateurs parce qu'ils auront commencé à tourner des petits cours, des petites publicités avec leurs iPhones. Donc, partant de ce principe-là, c'est vrai qu'il y a eu une démocratisation de la capacité à produire et aussi à distribuer. Ça va être avec l'iPod. L'iPod, au début, c'est un appareil qui permet d'écouter de la musique. Mais très rapidement, il va y avoir un iTunes Store vidéo. On va pouvoir acheter ou louer des vidéos. Et là aussi, ça va faciliter. Jusque-là, on allait au cinéma, on achetait ou on louait des VHS. Les plus pionniers dont j'ai pu faire partie, on avait des laserdiscs vidéo pour leur qualité, puis après le DVD. Mais c'était coûteux, c'était un équipement à acheter en plus. Et puis on ne décidait pas à 21h de dire « Ah ben on va se regarder un petit film ». Et là, on est vraiment... C'est pas les débuts d'Internet, le début des années 2000, mais on n'est pas encore sur de la fibre. Il y a un tout petit peu d'ADSL pour les plus chanceux en ville. Et on peut commencer à se louer des films et dire à 10h du soir, ah ben tiens, si on regardait ce film qui est sorti l'année dernière, on va le louer. On payait quelque chose comme 4,99 € ou autre, et on pouvait tous regarder le film devant l'écran de son ordinateur ou autre. Et ça, c'était déjà un début de révolution, et c'est les prémices de ce que sont devenues ensuite les plateformes. Comme le soulignait à juste titre Sébastien, Netflix est né il y a bien longtemps, puisque l'origine de Netflix, c'était de louer des DVD. C'est-à-dire que c'était la redoute du film. Vous payiez, vous aviez un site internet où vous regardiez le film que vous voulez voir, on vous l'envoyait en DVD par la poste, et comme vous alliez à l'époque chez Vidéo Futur ou autre, et vous rameniez la cassette ou le DVD, vous renvoyiez la cassette ou le film par la poste, et voilà. Et c'est devenu ensuite une plateforme 100% numérique. D'ailleurs, je crois qu'ils ont arrêté la location de vidéos par la poste il y a très peu de temps. Ça doit remonter à une petite paire d'années où Netflix et Red Harding, le boss, a mis fin à la location à l'ancienne. Donc on voit effectivement que
au fur et à mesure de son histoire, Apple a toujours eu un rapport plus ou moins important. Et tu soulignais, Brice, l'importance de la publicité. C'est vrai que là aussi, Apple fait peu de publicité télévisée ou autre, mais chaque fois qu'ils font une publicité, c'est un petit court-métrage. Même l'autopromotion interne, lors par exemple des fameuses keynote, quand on vous dit on va vous présenter l'iPhone 17 Slim, attention, spoiler, on va avoir droit à mais on vous laisse regarder la présentation. Et là, on a un film qui est fabuleux. C'est techniquement super bien léché. La musique a une importance incroyable. Il y a même des playlists de musique de publicité d'Apple. Il faut dire que je pense qu'ils ont fait décoller beaucoup de monde. Tout le monde se rappelle de la publicité du premier iPad Air que Steve Jobs avait sorti d'une enveloppe Kraft, et c'était la musique de Yael Naïm, si je ne dis pas de bêtises. Exactement. Et cette musique a fait exploser sa carrière. J'avais écouté un podcast où elle était interrogée, où elle disait que pour elle, pour n'importe quel artiste qui serait pas hyper connu ou pas encore mainstream, être dans une publicité Apple, comme être dans une publicité Nike ou une publicité d'une marque internationale. Nike. Nike. Ouais, mais je suis un petit peu américain. Oui, mais on n'est pas sur Cienci America. Voilà, sur Nike, donc Nick, en toulousain. Eh bien, ce tremplin est énorme, et donc là aussi, toujours un petit lien Apple avec la musique et le cinéma. Et voilà. Une petite charentaise d'ailleurs, il n'y a pas longtemps, Apple a fait une publicité. Alors, c'était pas une pub, c'est les petites cinématiques, comme tu le dis, pour présenter l'iPad Pro. Ça s'est pas vraiment passé comme ils espéraient. Je sais pas si tu l'as vu, Seb Cinéma, cette. Non. Tu vas nous le raconter. Je sens que tu bouillonnes, je vois la petite étincelle dans tes yeux. C'était une petite boulette très, très étonnante de la part d'Apple. Il faut dire qu'Apple promeut énormément les chanteurs, les compositeurs, la musique, la création en général. Et ils ont présenté un nouvel iPad Pro qui, effectivement, de par ses qualités intrinsèques, permet de créer de la musique, de réaliser, de monter des films, de dessiner, de peindre, d'écrire. Vraiment, c'est une super tablette, il faut dire ce qui est. Et l'angle très d'attaque fine aussi, c'est un petit peu le. Et voilà, et c'est un appareil qui, je crois, à ce jour, est peut-être un des plus fins qu'Apple a produit. Et la publicité, très jolie au demeurant, qui a été faite pour vanter ce produit, pendant la présentation, elle n'est pas restée longtemps en ligne vu la bronca et la levée de bouclier qu'il y a eu, c'était de dire, comme une espèce de presse, vous savez, dans les casses automobiles où vous mettez les carcasses et puis on presse de tous les côtés, on sort un cube. Mais là, on y mettait un Stradivarius, des pots de peinture, des pianos, voilà, tout ce qui permet la création humaine telle qu'on la connaît avec des objets physiques, tout ça était écrasé, en sortait une sorte de jus et qui donnait naissance à l'iPad. Sur le principe, l'idée est sympa. En gros, l'idée, c'est de dire on va faire un concentré de tout ça dans un appareil, mais ça avait une espèce de symbolique de dire, voyez, tout ça, c'est des objets ringards du passé. On va s'en passer. Ça ne sert plus à rien d'avoir un piano, ça ne sert plus à rien d'avoir un stylo, ça ne sert plus à rien d'avoir des toiles et des pots de peinture, ni une guitare, un ukulélé ou un clavier. Prenez un iPad et vous aurez tout ça. Et c'est là, effectivement, que l'angle d'attaque, à mon sens, était un peu mauvais, un peu mal choisi. C'était de dire, voilà, on fait table rase du passé, puisque avec notre seul appareil, vous allez pouvoir faire tout ça. Je pense que c'était une erreur et ils l'ont reconnu en retirant rapidement cette pub. Malgré tout, par rapport à ce qui se passe à l'heure actuelle, c'était un peu précurseur. Parce que si tu te réfères à l'IA et tout ce que tu peux faire avec l'IA et créer des morceaux en 10 secondes avec l'IA, ils n'avaient pas forcément tort. Il y a un documentaire, pas un documentaire, mais vous savez, les petites pastilles d'Arte sur YouTube, je crois que c'est. Alors, c'est pas le dessous des cartes, mais c'est un petit peu comme ça, qui explique pendant 10 minutes ce qui s'est passé. Et effectivement, il y avait le côté destruction de la musique et de l'art en général qui était très mal pris. Et il y avait le côté IA qui disait justement, vous mettez l'accent là-dessus, alors que c'est ce qu'on craint le plus, nous, en tant que. On le sait, Sébastien, avec. Au cinéma, par exemple, avec le doublage, les comédiens de doublage français qui sont face à la montée de l'IA. On a vu il n'y a pas longtemps, il y a 2 semaines. C'est bien d'avoir refait ce podcast. Il n'y aurait pas eu cette actu. J'allais rebondir sur cette actu il y a 3 aussi. semaines, mais avec Alain Dorval qui est décédé il y a 1 an et qui était la voix de Sylvester Stallone, est sorti une bande-annonce recréée par une IA. Sa fille, qui n'est autre qu'Aurore Berger, a donné son accord pour un essai, et uniquement un essai. Et au final, le rendu est absolument catastrophique. Quand bien même il aurait été parfait, tous les fans crient. Alors déjà, nous, on avait eu la chance pas de recevoir, mais d'avoir Alain Dorval en duplex dans une soirée spéciale qu'on avait fait. Et il n'était absolument pas pour ça. Ces mots précis, ça avait été, je ne considère, l'intelligence artificielle est un oxymore.
il disait que l'intelligence ne peut pas être artificielle. Il détestait ça. Et je ne veux pas dire qu'il n'aurait pas aimé ça, mais il était très actif dans cette lutte-là. On avait fait une soirée, il nous avait dit un peu ironiquement, venez à Paris devant le ministère, ça sera plus efficace. Donc c'est un problème commence à se confronter dans le cinéma. Ah bah c'est clair, et pas qu'au niveau du doublage, à tous les niveaux. Et c'est aussi pour ça qu'il y a eu une grève des scénaristes et des acteurs aux États-Unis. Même s'il n'y avait pas que ça, il y avait aussi les conditions de travail, mais il y avait aussi la montée de l'intelligence artificielle à tous les niveaux de la production. Effectivement, oui, pour moi, c'est un vrai danger, parce que ça menace énormément d'emplois, ça menace la créativité au sens large. Et est-ce que ça a un réel intérêt, à part un intérêt économique pour ces boîtes Le problème est là, vois-tu, parce que j'échange souvent avec Guillaume Peña, qui est producteur du documentaire Les Artisans de la Voix, qu'on avait reçu. Et en fait, on se disait, tous ces comédiens français, qui soient des comédiens spécialisés dans le doublage ou un petit peu plus, tu sais, qui tournent devant la caméra, voilà, ils ont tout intérêt parce que leur métier meurt. Mais un producteur ou une société de production, si on lui dit tu vas pas payer un acteur, tu vas faire une voix à l'ordi, le choix il est vite fait. Bah, financièrement, oui. Financièrement Après, parlant, il faut évidemment. quand même noter que c'est beaucoup les plateformes. Je pense que j'aime pas dire ce mot-là parce que je veux pas les opposer pour moi, mais le vrai cinéma, en tout cas le cinéma historique, les productions de cinéma historique, je pense qu'elles sont beaucoup plus enclines à faire attention à ça. Les plateformes, ils cherchent une rentabilité. Vous avez des frais d'abonnement qui, certes, ne cessent d'augmenter, on le voit encore ce mois-ci, augmentent tout le temps pour une qualité en baisse. On vous retire la 4K en 2025, dire il faut payer pour avoir de la 4K, je trouve ça d'un ridicule absolu. On vous met de la pub, la dernière version de Disney+, c'est 1,99 €, sauf que vous avez de la pub toutes les 4 minutes, donc c'est regardable, on se croirait sur une chaîne du câble aux États-Unis. Et pour autant, ces plateformes, on peut les citer presque toutes à l'exception, presque toutes, je ne vais pas donner l'exception, mais tout le monde aura compris, ces plateformes, elles sont là pour faire beaucoup d'argent et de marge pour les actionnaires. Et là, quand vous dites effectivement, on va remplacer Alain Dorval par une voix, mais qui est nulle. J'invite tous les auditeurs à chercher sur YouTube, ChatGPT ou Google la fameuse bande-annonce de ce film à venir au mois de février ou de mars sur Netflix. La voix est... Mais c'est ridicule, c'est même pas... sans aller à la problématique, je dirais, éthique, c'est nul, c'est nullissime. C'est-à-dire qu'on a l'impression que même pas que c'est Siri qui parle, tellement c'est pas bon. À la limite, il aurait mieux valu dire on prend une voix synthétique, mais qui n'a rien à voir avec l'original. Là, si vous voulez, en plus, c'était d'une voix tellement caractéristique, c'est comme Bruce Willis, c'est ces voix où pour nous, Français, quand on voit l'acteur parler avec sa langue natale, on est limite déçu de se dire ah mais non, Rocky, Rambo c'est ça, Bruce Willis c'est cette voix-là, et donc ça revêt une importance capitale. Vous pouvez aller, on le constate d'ailleurs pour rester sur les plateformes, quand vous avez un mauvais débit sur votre box et que vous regardez un film ou sur votre ordinateur ou votre téléphone, vous allez très très bien supporter une image très dégradée. Ça peut passer pendant 10 minutes, même un film entier qui pixelise, vous allez le supporter parfaitement. Par contre, vous pouvez avoir un film avec une qualité visuelle sensationnelle en 8K IMAX au pâté la beige, et vous allez voir que si le son est mauvais, vous n'allez pas rester. Tout le monde va se mettre à crier dans la salle, à aller chercher un responsable, à dire on n'entend rien, ça crépite, ça grésille. Ce qui veut dire que le son revêt une importance qui est supérieure à l'image. L'image, on peut se la figurer avec le son. L'inverse, c'est pas vrai. Si je vous mets de l'image et pas de son, c'est-à-dire je comprends rien, il n'y a pas d'ambiance, il se passe rien, on voit des explosions et autres, mais vous n'allez pas vous les figurer. Alors que vous pouvez fermer les yeux pendant un film et rien qu'avec le son et les vibrations, vous allez vivre ce film-là. Donc c'est là qu'on comprend l'importance de la voix. Et là, ce qu'a fait Netflix, j'espère que ça donnera lieu à une vraie réflexion de la part de tout le monde, de toute la profession. C'est absolument nul. Et là, c'est du gain pur. C'est de dire, eh ben voilà, on va faire une fausse voix, donc on n'aura pas à payer un humain. Et en plus, on pourra le faire dire dans toutes les langues. On pourra le vendre en swahili, en cherokee, en corse, en catalan, en ce Mais que vous voulez. rappelle-toi, c'est ce qu'on s'est dit à l'époque. Est-ce que nous, on fait un podcast? Est-ce que maintenant, vu que Cienci est en Italie, en Suède, on s'est dit pourquoi il ne prendrait pas notre voix pour le faire? C'est assez dangereux finalement. C'est tentant parce que vous vous dites, effectivement, je m'ouvre entre guillemets un marché. On se dit, ça serait rigolo qu'on puisse nous écouter aussi en Italie. Maintenant, on a la chance d'avoir la Suède, la Finlande, l'Estonie. Mais on se dit aussi, c'est pas nous. On parle pas italien, on parle pas suédois. Ou alors on fait l'effort de l'apprendre et puis on tente quelque chose. Mais c'est vrai que c'est un peu ridicule sur le fond. Mais pour moi, en fait, c'est vraiment un mauvais moyen pour les plateformes de faire de l'argent ou de gagner de l'argent ou d'économiser de l'argent. Il y aurait, selon moi, à travailler d'une manière différente pour elles
avec le cinéma, travailler vraiment avec les salles pour avoir des revenus qui seraient plus conséquents. Tu sais que pendant la période Covid, et juste après aussi, il y a eu pas mal cette politique, notamment au niveau de la plateforme Warner et la plateforme Disney+, de sortir directement leurs films sur la plateforme plutôt que d'aller la proposer au cinéma. Ça s'était fait avec Mulan. Voilà, ou alors la sortir simultanément. Ça a été fait avec Wonder Woman, notamment en 1984, là, où c'est sorti conjointement à la fois sur la plateforme, à la fois au cinéma. Ah non, Wonder Woman, non, c'était pas le. Je sais plus si Wonder Woman était concerné ou pas. Bon, je sais qu'il y a eu des films Warner en tout cas qui ont été concernés. Par contre, derrière, la rentabilité de tout ça a été très mauvaise. Selon moi, en tout cas, moi je sais que je milite beaucoup au sein de Pâté Cinéma pour amener ces idées-là et pour qu'on puisse travailler avec la fédération, parce qu'on a quand même en France un système de chronologie des médias qui est quand même assez particulier et qui complexifie pas mal la chose avec les plateformes. Mais tu peux nous expliquer ce que c'est la chronologie des médias La chronologie des médias, c'est tout simplement des textes de loi qui régissent la manière dont les contenus doivent sortir. Donc, c'est-à-dire que tu as une fenêtre en règle générale d'exclusivité au cinéma qui est maintenant de 3 mois, ouais, c'est ça. Derrière, ça place au bout de 3 mois en VOD. Et après, c'est au bout de 17 mois, je crois, je sais plus si c'est 13 ou 17 mois, que tu peux les avoir sur les plateformes qui ont produit ou qui ont injecté de l'argent dans ça. Donc, c'est énorme, 17 mois. 17 mois, c'est effectivement énorme. Et en fait, là, tu as une fenêtre en fait, de 17 à 22 mois où la plateforme peut récupérer sa production et au bout de 22 mois doit sortir parce que derrière arrive la télévision. Et donc, du coup, ils repèrent les droits parce que du coup, tu peux diffuser le contenu gratuitement sur les chaînes publiques. Et donc, voilà, ça complexifie beaucoup en termes de rentabilité et de revenus le système. Bon, après, c'est aussi un côté protectionniste pour la salle et en fait, pour que chacun, à un moment donné, ait une fenêtre de tir pour générer ses revenus comme il l'entend. Pour moi, il faudrait vraiment aller repenser ces choses-là et travailler différemment. Je pense notamment encore aux séries. Moi, je milite fort pour qu'on puisse un jour arriver à proposer ce qu'on appelle des season premières sur en fait des contenus comme j'en sais, Game of Thrones, Silo, ex-Walking Dead ou des choses comme ça, pour avoir tes 2 premiers épisodes qui sortiraient qui sortiraient en exclusivité déjà en salle sur une fenêtre, j'en sais rien, de 15 jours, où tu aurais que ces 2 premiers épisodes qui seraient disponibles au cinéma. Ça leur permettrait de générer du revenu salle, et après tu proposes la suite en exclusivité, en contenu sur leur plateforme. Alors, on va pas trop loin parce qu'on va en parler dans la deuxième partie de... Justement, Ok. je connais ta politique là-dessus, puisqu'on a déjà fait cet épisode et puis qu'on se parle dans la vie. Mais je connais ta politique là-dessus. On a un petit peu dérivé sur l'IA, mais c'est extrêmement intéressant et puis je pense qu'on sera amené à en reparler. Et Seb, on va parler Apple TV+. Mais avant, je vous propose un petit quiz. J'ai fait un quiz, on va à 5 petites questions sur l'univers d'Apple et du cinéma. Vous savez qu'il y a des films sur Steve Jobs qui ont été faits. Il y en a un avec Ashton Kutcher et il y en a un avec Michael Fassbender. Oui. En 2015, c'est Michael Fassbender qui incarne Steve Jobs. Mais qui incarne Steve Wozniak ? Allez, je vous donne 4 propositions. Est-ce qu'il s'agit de Matt Damon ? Est-ce qu'il s'agit de Willem Dafoe ? Est-ce qu'il s'agit de Seth Rogen ou de Timothée Chalamet ? Je laisse Sébastien répondre, je pense que j'ai la réponse. Moi, ne serait-ce que dans leur physique. Moi je ne l'ai pas, mais j'aurais peut-être dit Willem Dafoe. C'est Seth Rogen. C'est Seth Rogen, exactement. Ouais. Tu le savais où c'est Oui. Oui, évidemment, je sais beaucoup de choses. Vrai ou faux, dans la version Blu-ray rééditée de Blanche-Neige, dans la fameuse scène de la pomme, on peut voir un portrait de Steve Jobs en arrière-plan à côté du miroir. Alors là, je ne sais pas, parce que je n'ai pas vu la version Blu-ray rééditée. Mais ça serait improbable. Pourquoi pas ? Mais ça paraît peu probable, ou alors c'est comme le Saint-Suaire de Turin. Mais c'est tellement improbable que ça se trouve, c'est vrai. Mais, j'adore vos regards, parce que j'ai écrit ça, c'est complètement faux. Je me suis dit, est-ce qu'ils vont tomber dans le truc ? Bon. Vrai ou faux, dans la dernière saison de Joséphine Ange Gardien, TF1 fait un placement produit pour l'iPad mini ? Oui, tout à fait. Et l'iPod mini, mais qui est déjà bien gros dans les poches de Mimi. C'est complètement faux, évidemment. Ah, pardon. Vrai ou faux, on sait qu'Apple, on va en parler tout à l'heure, investit pas mal dans le cinéma. Le prochain projet d'Apple Studio est un biopic sur The Rock incarné par Timothée Chalamet. Oui, mais apparemment, il y aurait besoin d'une très très longue préparation physique. Ouais, c'est ça. À peu près 5 ans. Vrai ou faux, la bande-annonce The Caillou, ça s'appellerait. Le Caillou, ça sera le titre au Québec. Vrai ou faux, la bande-annonce du film Jobs avec Ashton Kutcher a été la première bande-annonce diffusée sur Instagram. Possible. Bah oui, pourquoi pas.
Bah tiens, et c'est tout à fait vrai. C'est à l'époque où Mais en Instagram... format carré alors. Ah, m'en parle pas. Ça, c'est un sujet délicat qu'Instagram vient de changer. Allez, fin du petit quiz. On a bien rigolé. On va parler justement, on a un petit peu évoqué Apple TV+. Apple TV, ça arrive en 2019. Et alors, là où je suis content, c'est que tu as parlé de Netflix. Vous avez parlé de beaucoup de plateformes. Netflix en particulier, qui est un peu la référence populaire des plateformes, qui est la plus connue. Netflix, on a souvent tendance à dire le temps que tu trouves pour trouver, que tu passes à chercher un film, tu as déjà passé le temps du film. Ouais. Sur Apple TV+, parce que c'est vrai qu'il y a l'Apple TV, l'appareil et Apple TV+, la plateforme. Apple Et TV l'application Apple TV. et l'application Apple TV, exactement. Sur Apple TV+, le contenu, c'est pas du chauvinisme aucun, hein, franchement. À 95%, c'est de l'excellent contenu. C'est pas du chauvinisme, d'autant plus, Brice, que c'est reconnu par à peu près tous les journalistes, quelle que soit la nature, télévision, presse ou autre, radio. J'entends souvent des chroniques sur des séries ou des films, un peu plus rarement parce qu'il y a moins de films produits, mais sur des séries Apple TV+. Et c'est vrai que ce sont, si ce n'est des succès publics, pour certains énormes, Ted Lasso en est un exemple, mais au moins en tout cas des succès d'estime et qui sont multi-récompensés très souvent. Donc effectivement, Apple a toujours privilégié la qualité aux dépens de la quantité. Il serait même pu s'acheter un fonds comme font certains, c'est-à-dire vous rachetez à Paramount, à Sony, à toutes les grosses maisons de production, Universal et autres, des films archi connus des années 80, 90, voire au-delà, et vous les mettez en fond de catalogue. C'est pas le cas sur Apple TV. D'ailleurs, ça faisait un peu rigoler les gens au début en disant sur Apple TV+, vous allez vite faire le tour. Effectivement, les premiers mois, voire les 2 premières années, on pouvait envisager de tout avoir regardé si on était un peu binger. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus dur. Moi, j'ai à peu près tout regardé au début. Aujourd'hui, je passe à côté de beaucoup de choses parce qu'il y a quand même, c'est énorme en termes de production et c'est qualitatif. Tu reviendras peut-être d'ailleurs sur le sujet avec quelques noms de séries ou de films, mais il faut reconnaître que c'est franchement pas mal. Le niveau est élevé. Ce qui est intéressant, c'est que, comme tu le dis au début, il n'y avait pas un choix immense. Moi, je me rappelle très bien du keynote où, en fait, ils avaient fait venir Jennifer Aniston et Reese Witherspoon sur la scène pour présenter The Morning Show. Et il y avait, on avait pris cet exemple la dernière fois dans le podcast, on va le reprendre, le film avec Jason Momoa qui s'appelle Si. Oui, où avec il les fait yeux, où il Une voit série, plus rien. exactement. série. C'est une série, ouais. pardon, je ne l'ai pas vu, tu vois. Mais où tu nous disais, Sébastien, que c'était là dans le catalogue au début, et c'est encore, je crois, dans le top 10 des séries les plus regardées et les mieux notées de la plateforme aujourd'hui. Ça c'est ne vrai. vieillit pas, enfin, ça vieillit très bien. Alors, il y a quand même, je pense, une raison à ça. C'est qu'Apple a brisé un petit plafond de verre. Au début, vous ne pouviez voir Apple TV+ que sur les PC ou les Mac, peu importe d'ailleurs, sur tous les appareils, mais au travers d'un ordinateur, d'un smartphone, d'une tablette et d'un abonnement souscrit auprès d'Apple. Il faut dire qu'en France, et je présume que c'est le cas dans d'autres pays, je ne me suis pas renseigné, mais en France, on a quand même un diffuseur très important et qui, dans le monde du cinéma, pèse très lourd, c'est Canal+. Et depuis quelque temps, Canal+ a intégré une sorte d'agrégateur de plateformes, puisque dans les abonnements Canal+, vous pouvez avoir Netflix, vous pouvez avoir Max, vous pouvez avoir Paramount et Apple TV+. Et je pense que ça a beaucoup joué pour la découverte d'Apple TV+, qui restait peut-être cantonné à un milieu de hardcore fanboy et qui est devenu quelque chose de plus mainstream. Donc ça a dû ouvrir un peu les chakras et permettre de découvrir des choses qui étaient déjà sorties pour nous, Apple fans, depuis quelques années. Donc ça a beaucoup joué. On voit que même Canal+ avait Disney. Bon, c'est fini puisque Disney a décidé de se retirer, mais ça a beaucoup joué effectivement dans la reconnaissance de ces séries. Et il suffit de voir entre Silo, Shrinking, Ted Lasso évidemment. Voilà, il y a beaucoup de séries qui Moi, j'ai adoré La reviennent sur le Maison. devant. Oui. Avec Lambert Wilson. Ouais, c'est pas mal du tout. Avec Ça fait Amira partie, Kazar. comme le disait tout à l'heure à juste titre Sébastien, dans la chronologie des médias, il y a aussi un autre point important, c'est qu'en France, quand vous exploitez les spectateurs et téléspectateurs français, au bon sens du terme, quand je dis exploiter en termes d'exploitation cinématographique ou télévisuelle, vous devez d'investir dans de la production locale. Ce qu'a fait Netflix il y a quelques années avec Marseille, voilà, et ce que Apple a commencé à faire, par exemple, avec La Maison. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas simplement arriver de votre Wisconsin ou de votre Californie en disant regardez tout ce que je vous propose qui est fait chez nous. Vous devez investir de l'argent, et pas mal d'argent, je crois que c'est au moins 20%, me semble-t-il, d'investissement local. Donc vous allez développer forcément des films et ou des séries tournées en France, tournées avec du personnel de réalisation français, avec des acteurs français. Et l'avantage pour les plateformes, c'est qu'à la limite, après, vous pourrez de toute façon les rediffuser partout dans le monde.
Là où quand vous tournez un film français ou européen, je pense à un Desplechin ou autre, le pool de clientèle ou de spectateurs est quand même beaucoup plus réduit, même s'il y a des films qui réussissent bien à l'étranger, mais ça reste plus marginal. Alors que quand vous avez la force de frappe d'un Netflix, vous faites une petite série en Espagne, Casa de Papel, ça devient un succès mondial. Vous faites une série en Corée, si on vous avait dit il y a 10 ans, vous regarderez, vous serez fou, toute la planète d'une série sud-coréenne, vous aurez dit, je vois à peine où ça se situe, et je vois pas bien comment je pourrais devenir fan d'une série sud-coréenne. Ouais, quand même, on sait où c'est la Corée du Sud. Hein. On sait où c'est la Corée Pas du ma faute Sud. si tes mais enfants sont incultes. Hein. non. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ça a donné aussi un spectre de diffusion qui est, somme toute, très intéressante. Et on revient sur ces histoires de rentabilité. Alors là où c'est extrêmement intéressant, c'est qu'Apple a voulu rentrer dans ce milieu. Ils l'ont fait, comme tu l'as dit, fort bien. Et depuis, ils ont appuyé sur le champignon. Ils ont annoncé 1 milliard d'investissements il y a quelques années. Et là où c'est intéressant pour les salles, c'est que je me rappelle le film qui a été peut-être le pivot, je crois qu'il y en a eu un avant. Il y a eu Killer of the Flower Moon qui a été fait par Martin Scorsese avec DiCaprio, qui, comme tous les films de Martin Scorsese, dure 7h23. Et il y a eu Napoléon de Ridley Scott. On y revient à Ridley Scott, justement, qui a retravaillé avec Apple des années après. On a eu vent, il y a quelques années, d'un projet qui s'appelait Napoléon. Et on s'est dit, c'est Apple TV qui le fait, comment ça va se passer pour le cinéma? Et là, il y a très vite eu un accord qui s'est fait. Et donc, Napoléon a pu sortir en salle. Et donc, je peux te laisser maintenant développer ton propos sur comment pourraient travailler les plateformes et les cinémas ensemble. Alors, c'est déjà le cas avec Napoléon, mais est-ce que ça peut aller plus loin? Ça, en fait, ça va déjà plus loin parce qu'en fait, maintenant, tu regardes. Si tu es là vraiment au tout début de ta séance, quand le film commence, tu as de plus en plus. Tu sais, au début, quand tu as les crédits qui apparaissent, dit tel studio, produit, machin, tu as de plus en plus en fait en coproduction avec Netflix, avec tel type de plateforme. Je me fais souvent piéger, moi, par ça. Tu sais, tu vois une petite cinématique, tu dis, le film commence, et non, en fait, c'est une petite vidéo voilà. Exactement. Et ça, en fait, c'est de plus en plus régulier. Ça fait 1 an qu'on l'a vu. Nous, il y a des productions pâtées qui sont maintenant aussi en coprod avec Netflix, en tout cas où Netflix a injecté de l'argent dedans. Donc, pour moi, ça va devenir un peu la norme, en fait. Moi, je suis plutôt assez enthousiaste par rapport à ça. Pour revenir rapidement sur Napoléon, effectivement, c'était un vrai pari. En termes d'image, je trouve que sincèrement, dans une salle de cinéma, ça avait vraiment de la gueule. Après, le film en lui-même, moi, je l'ai pas trouvé incroyable, mais il y a quand même des petits éléments qui me font dire que il y a vraiment matière à bien travailler ensemble, quoi. Il a été décrié pour les faits historiques, Exactement. pour la vision, on peut le dire sans être, c'est la vision de Napoléon d'un Américain. Exactement. C'est pas la version. C'est le Emily in Paris du Napoléon, en fait. Voilà. Sans Brigitte Macron. Voilà. C'est un peu ça. Après, on sait qu'il y a plein d'autres projets qui sont en cours avec Apple. Moi, effectivement, je te rejoins sur le côté quand même très qualitatif de ce que peut être proposé sur cette plateforme. Donc, que eux deviennent un acteur principal, en tout cas majeur dans le paysage cinématographique mondial, je trouve que c'est plutôt une bonne nouvelle. En fait, on va vers des moyens qui seront quand même toujours forts, et parce que ça coûte cher quand même de sortir des films qui sont produits vraiment pour les salles de cinéma. Tu le vois, de toute façon, dès que tu mets moins d'argent dans une production, tu le vois tout de suite. Et ça a été notamment beaucoup le cas sur les plateformes au niveau des films, où pour moi, il m'a fallu je ne sais pas combien de temps avant de trouver des films, on va dire, suffisamment qualitatifs sur les plateformes. Et encore, je les compte vraiment sur le C'est vrai que pour beaucoup, ça fait un peu penser aux fameuses publicités qu'on avait dans les années 2000-2010. Vous savez, un film par le réalisateur de machin, mais qui avait coproduit le frère du machin, qui avait lui-même réalisé le film, mais qui sort qu'en DVD. Avec Exactement. votre journal de télé 7 jours. C'est-à-dire que là, vous vous dites, oulala, s'il n'est même pas passé par la case cinéma, c'est pas bon signe. C'est le genre de choses qui Ça, fait en général, un tu peu le vois peur. sur une affiche. Tu sais, quand tu as un film, il y a marqué bouleversant, incroyable, Époustouflant. magnifique. Et T'as je le crois, Parisien, mais les vous deux qui Inrocks. êtes des grands spécialistes m'arrêterez, j'ai été une fois piégé par cette façon de procéder sur un film qui, à ma connaissance, n'était quasiment sorti qu'en DVD et qui pourtant est un chef-d'œuvre, c'est Memento
de Nolan. de Nolan. Ah, Où il y avait cette publicité au début des années 2000 sur ce film qui était vendu avec un autre, le double DVD qui n'avait rien à voir, je crois que ça s'appelle Le Surveillant ou un truc comme ça, avec Ewan McGregor. Le surveillant général, Michel Sardou. Michel Sardou, comme quoi on finit toujours par revenir à Sardou, comme dirait Thomas Croisière. Eh bien, ce film-là, par contre, est effectivement un truc extraordinaire, mais c'est très rare. Et c'est vrai que ça rejoint ce que dit Sébastien, c'est qu'un film de plateforme, en général, voilà, il n'y a qu'à voir déjà, fallait-il oser le remake du film là, hein, De fallait quoi, l'oser. Comment ça s'appelle de le quoi film qu'il parle? Le film des années 50 avec les mecs qui ramènent de l'explosif là. Ah, le salaire de la peur. Voilà, Ah oui. on reprend. Fallait-il déjà oser le Avec remake Franck du salaire de Gastambide. la peur avec Franck Gastambide et Anna Girardot. Ouais, voilà, alors là, fallait oser déjà se lancer. Et quand on voit le résultat, c'est-à-dire qu'on ne s'attaque pas à des mythes pareils, qui sont des films absolument géniaux, et dire je vais venir le refaire. C'est un peu comme si vous disiez je vais refaire un album des Beatles, mais avec des vrais instruments et puis une vraie salle d'enregistrement. Mais il serait, en musique, c'est moins commun, mais t'es pas à l'abri que demain, la bande à Guillaume Canet va refaire les Tontons Flingueurs. Là, non, mais c'est pas non plus improbable, des Guillaume, trucs comme si ça. tu nous regardes. Bah, si tu nous écoutes, ne viens pas. Mais voilà, après, c'est des choses. Mais c'est là que tu vois l'échec marketing, parce que je me rappelle que le salaire de la peur, pendant 2 semaines, tu les voyais partout en interview, partout. En général, quand un film sort, tu peux avoir une grosse campagne marketing. Et en général, quand le budget marketing est important, c'est que c'est pas très bon signe non plus. Mais si le succès critique est là, tu entends parler du film, mais en bien. Tu as le bouche à oreille qui fonctionne, ça marche comme ça. Là, j'en ai pas du tout entendu parler. J'ai vu quelques tweets qui disaient c'est une purge. Bon, je me suis arrêté, je pense, au bout de 20 minutes. Bah, écoute, tu l'as vu, toi? Non, c'est même pas le genre de contenu vers lequel je vais, en fait. Ça m'intéresse pas. Toi, tu préfères Silo? Alors oui, mais encore une fois, parce que sur les plateformes, moi, ma tendance, c'est de préférer les séries. Voilà. C'est vrai. Je trouve qu'on a des périodes dans la vie. Il y a des périodes où je déteste regarder des films, et les séries, je vais me les enquiller. Et là, en ce moment, je revois des films un petit peu classiques, des choses comme ça. Mais, non, mais moi, la maison, enfin, si ce n'est le samedi soir avec mes enfants, où j'aime leur faire découvrir du cinéma culte, le reste du temps, moi, c'est plutôt de la série. Le cinéma, c'est en salle. Parce que c'est le format familial que vous pouvez regarder, un épisode par soir, c'est pas très long, c'est pour ça ou c'est... De quoi, à la maison? Ouais. Non, à la maison, je te dis. Ah pardon, je croyais que tu me disais à la maison avec les enfants, on peut regarder les séries parce que c'est court, etc. Non, moi à la maison, c'est la semaine, les enfants regardent pas les écrans. La semaine, c'est moi, quand j'ai le temps, hop, c'est plutôt série. Parce que le format va bien, c'est pas 2 heures non plus. Et en règle générale, quand t'es papa de plusieurs enfants, tu cours après le temps. Tu as 3 enfants, je crois. Exactement, ce format série va très bien. Mais encore une fois, les films, je préfère les voir en salle. Après, voilà, je suis aussi exploitant de cinéma, donc ça a du sens. Et donc, c'est un petit peu ce que tu nous disais tout à l'heure avant que je te coupe l'herbe sous le pied. Toi, tu serais partisan qu'il y ait davantage de coopération entre les plateformes et les salles. Par exemple, la saison 3 de Squid Game, pourquoi ne pas faire 48 heures en avant-première au cinéma? Ouais, alors moi j'irais même plus que 48 heures, j'irais jusqu'à 1 semaine ou 15 jours d'exploitation salle uniquement sur les premiers épisodes pour qu'ils puissent générer des revenus, parce que dans tous les cas, avec ce qui s'est passé, donc quand on a parlé tout à l'heure des sorties simultanées entre plateformes et salles, ils sont quand même aperçus qu'il n'y a rien qui génère autant d'argent en termes de revenus que la salle de cinéma. Donc en fait, ça serait tout bénef. Nous, ça nous ferait du contenu supplémentaire à proposer aux personnes, et eux, ça leur ferait des revenus supplémentaires. Ce qui corrobore ce que dit Sébastien pour moi, et c'est vraiment un milestone dans cette idée-là, une borne importante, c'est la sortie du film de Inoxtag, Kaizen. Oui, il a fait exactement. J'allais y je venir. me doutais que tu allais y venir. Je voulais avoir le point de vue de Seb là-dessus sur les portes et les barrières que ça a fait tomber. Pour moi, je trouve ça génial parce que ce gamin, ce jeune homme qui a réalisé ce documentaire, il aurait pu se contenter d'utiliser sa plateforme de prédilection, à savoir YouTube, et il a déjà de toute façon généré suffisamment d'argent avec. Mais l'idée pour un jeune mec d'une vingtaine d'années de dire d'abord je vais le diffuser dans un certain nombre de salles, je ne sais plus, c'était quand même relativement conséquent, et faire le pari que des gamins ou des adultes vont dépenser un peu d'argent pour aller voir quelque chose dont ils savent à l'avance qu'une semaine après, ça sera disponible gratuitement sur leur écran. C'était même c'est pas une très semaine, bon signe. c'était le lendemain. Le lendemain, encore mieux. Je crois qu'il y avait des lendemain. problèmes juridiques d'ailleurs. Il y avait quelque chose comme quoi tu n'avais pas le droit de sortir si vite un film gratuitement après l'avoir sorti en salle. Sauf si le nombre de salles, je crois, est relativement réduit, me semble-t-il. Alors non, c'est pas ça. La règle, c'est vraiment, en fait, c'est ce qu'on appelle ces visas exceptionnels. Donc logiquement, un visa exceptionnel, tu es limité à 500 séances en France.
ils étaient limités à 500 séances. Sauf que quand ils ont ouvert, en plus il y a certains exploitants de cinéma qui n'ont pas respecté l'horaire d'ouverture, qui ont ouvert avant, donc avec déjà des salles complètes, machin et de compagnie. En fait, ils ont explosé le nombre de séances. Même toi ici, j'imagine. Non, moi ici, j'ai fait ce qu'on m'a demandé de faire et j'ai respecté ce qu'on m'a demandé de faire. J'ai Ok. pas été à faire plus de séances comme ont pu le faire certaines personnes, que ce soit sur Toulouse ou que ce soit ailleurs. Donc du coup, Ça balance un petit non, je Non, balance mais on ne pas donnera parce qu'il pas y a- de il y a- nom. parce qu'il y a pas de nom. Éventuellement, Mais des tu vois, initiales, CGR, mais il y a- ça s'arrêtera là. Il y a- Vous savez. il y a certains en fait, exploitants qui effectivement ont tellement dépassé les bornes qui ont dû faire fermer à d'autres cinémas parce que eux étaient complets. Ah, c'est un jeu de faire domino, en annuler fait. des séances. Le problème de tout ça, c'est que MK2, à un moment donné, parce que c'est MK2 qui s'occupait qui est aussi un exploitant de cinéma, mais qui fait aussi un peu de distribution, c'est eux qui avaient les droits sur là-dessus. Et à un moment donné, ils ont laissé les vannes ouvertes. Donc ils ont dit, ok, bon, bah, vous faites ce que vous voulez maintenant, et On verra après la pluie, on quoi. assumera les conséquences. Donc en soi, c'est dommage qu'il y ait eu ça, parce que ça aurait pu être vraiment bien géré à la base et ne pas faire d'histoire et potentiellement se multiplier, se démultiplier derrière. Là, je sais que du coup, ce modèle avec les excès qu'il y a eu derrière a fait poser plus de questions au final au sein de la profession, même si d'un point de vue économique, il y a eu de la rentabilité. Donc c'est encore un petit peu à double tranchant, mais pour moi, ça n'a pas été si bien fait que ça. Par contre, l'intérêt de voir ce genre de contenu en salle, oui, pour moi, il est là. Il faut savoir s'adresser à différents types de publics, et ça, Inoxtag, il l'a très très bien compris. Il y avait déjà des essais qui avaient été faits auparavant. Moi, je pense notamment au biopic Amazon Prime sur Diams, qui s'appelait Salem, qui avait bénéficié aussi d'une fenêtre de tir d'un week-end d'exploitation. Nous, on avait eu 4 séances par cinéma pâté, et c'est pareil, c'était limité à 500 séances, et elle avait généré entre 120 000 et 150 000 entrées sur l'espace d'un week-end. Donc, il y a moyen, tu vois, de générer du revenu là-dessus, parce que tu fais 120 000, 150 000 entrées, tu prends un prix moyen qui va être en fonction des salles entre 8 et 10 euros sur ce genre d'événement, parce que les places sont souvent un petit peu plus chères. Ça se trouve, c'était même un peu plus que ça. Tu fais le calcul. En 2 jours, la rentabilité, c'est pas mal. Et tu m'as devancé parce que j'allais en parler d'Inoxtag, parce que je regardais il y a 2 jours une vidéo du chef Otaku sur le fait qu'il ait sorti un manga aussi. Et ça pose problème à beaucoup de monde, parce qu'il a sorti un manga qu'il a vendu à 80 000 exemplaires, ce qui est du jamais vu dans le manga en France, et où tu as tous les mangaka qui galèrent depuis des années, qui disent « Ah bah super, voilà, lui il a sorti avec sa notoriété ». Bon, ça pose tout plein de questions, c'est pas vraiment le sujet du débat aujourd'hui, mais c'est extrêmement intéressant. Ce que tu nous disais, Sébastien, sur le fait de collaborer avec les plateformes, quel est le frein à ça aujourd'hui? Parce qu'à t'écouter, c'est gagnant-gagnant. Comme tu dis, tout le monde y trouverait son compte financièrement. Bah écoute, je pense que le frein, il vient des institutions françaises. Après, on peut C'est-à-dire les institutions. la Fédération nationale du cinéma français qui pour l'instant avance à pas de fourmi un peu sur ce niveau-là, et je suis même pas sûr que eux soient très ouverts à ça, mais on peut leur faire ce reproche-là. Mais à côté de ça, il y a un système protectionniste en France qui a fait que les salles de cinéma ont quand même survécu à l'ère Covid sans aucun problème. Quand tu vois Cineworld en Angleterre qui ferme ses portes pendant la période Covid, c'est compliqué, quand même, c'était très 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 compliqué. Nous, les cinémas au final s'en sont quand même plutôt bien sortis, et c'est aussi grâce à ce système un peu protectionniste. Donc écoute, il y a des choses sur lesquelles pour moi il y a vraiment à travailler, et pour moi en fait il faudrait aller vers une approche un peu plus moderne de l'exploitation, savoir prendre en compte tout l'environnement qu'il y a autour, et essayer en fait de trouver des façons croisées un peu de bosser ensemble, plutôt que d'aller essayer de tirer la couverture d'un côté ou d'un autre. C'est pas l'intérêt. Je pense que tout le monde a intérêt à faire des actions communes, et même si on ne demande pas de faire ça en permanence, je pense que ponctuellement il y a vraiment des gros coups à faire. Ouais. Au final, Seb Formation, on peut dire qu'Apple tire bien son épingle du jeu, parce que... Alors déjà, oui, c'est une question que j'avais. Est-ce que ce format de faire des avant-premières, comme tu dis, des season premières d'une semaine, ça existe dans d'autres pays? C'est une bonne question. Alors je sais qu'il y a eu des sorties conjointes, ou un peu fenêtre exclusive aux États-Unis sur une semaine sur certaines productions Netflix, si je dis pas de bêtises, et au bout d'une semaine ou 15 jours passés sur plateforme. Et je crois que justement les résultats étaient plutôt très encourageants. Oui, donc il y a effectivement des pays où ça se produit. Donc oui, Seb, je te disais, Apple finalement tire bien son épingle du jeu dans ce game-là. Oui, tout à fait. C'est vrai, et pour rejoindre ce que vous disiez tous les deux, c'est vrai que c'est intéressant aussi de jouer la carte du cinéma pour le côté social, la socialisation, le partage. Quand vous êtes chez vous, seul ou en famille ou avec une petite bande de copains, d'amis, c'est sympa, mais il suffit d'aller une fois voir un Star Wars
et de voir la salle s'enflammer au moment des premières notes du générique et le partage qu'il peut y avoir avant quand on est dans les salles d'attente et les lieux communs du cinéma, pour se dire qu'on vient aussi au cinéma chercher autre chose, on vient chercher une ambiance, on vient échanger, chose qu'on n'a pas chez soi, même avec un bon SharePlay. Il n'y a pas ce contact physique, ces échanges. Il va y en avoir un qui sera très extraverti, qui va arriver habillé en Star Wars avec En cosplay, ouais. en cosplay et autres. Donc ça met aussi des petites étoiles dans les yeux des gamins que vous amenez au cinéma qui tout d'un coup voient en vrai les héros que leur père, leur mère ou leurs grands-parents leur ont fait découvrir. Donc ça, c'est cool. Et je trouve que cette idée de season première ou de petite avant-première, par exemple de série, imaginez un Breaking Bad ou un Last of Us pendant une semaine Grave. au cinéma, je me Des déplacerai parce que rétrospectives même. voilà. Parce que vous vous dites, on va avoir une image, on va en prendre plein les yeux, un son fou, et je vais rencontrer des gars et des filles comme moi qui adorent cet acteur, qui aiment Pedro Pascal, qui aiment cette ambiance zombie. Voilà, donc je pense que tout le monde a à y gagner. La salle de cinéma génère du chiffre d'affaires et c'est bon pour les affaires de la salle de cinéma, pour la société qui exploite et tout ça. Ça amène des gens qui peut-être vont peu au cinéma et se disent wow, ça a quand même une autre allure que mon super grand écran 4K et ma petite barre de son Samsung ou Bose. Malgré tout, on reste plusieurs steps au-dessus. Et puis on se dit, on se retrouve et j'ai fait connaissance de gars et de filles qui étaient là. Et puis on a mangé une glace, on a discuté. Après, on est sorti, on a mangé au resto à côté. On a pris un petit McDo, un petit Burger King et on a discuté du film. Donc ça génère tout un tas de choses. Outre que ça crée du business autour, c'est intéressant parce que ça sociabilise et ça facilite l'échange. Quand vous êtes chez vous, il y a aucun échange. C'est le lendemain matin à la machine à café où vous dites, ah, tu as pas vu la série machin, ah oui, moi je l'ai bingé, je l'ai tout vu, ah tu l'as pas vu, ah non j'ai pas Netflix, oh là là mais t'as pas Netflix. Voilà, ça crée des espèces de castes de celui qui a pas. Au cinéma, on peut tous aller voir et recevoir exactement la même prestation, la même qualité de prestation. Ça crée de l'émulation sociale et je citerai un historien qui disait c'est pas les humains qui font le monde, ce sont les interactions qui existent entre eux. Exactement. Moi, j'ai envie même de rajouter un mot supplémentaire, c'est une question aussi un peu d'éducation à la salle. Parce qu'en fait, il y a beaucoup donc notamment sur les profils séries, il y a beaucoup le public majoritaire est quand même très jeune. Et ces séries-là, tu arrives à les proposer en cinéma, potentiellement tu vas faire venir des gens dans les salles qui, de par leur origine sociale ou tout ça, n'ont pas forcément eu les moyens d'y venir avant ou n'ont pas eu énormément d'expérience cinéma et du coup vont se confronter à des installations, à des écrans auxquels ils n'auront pas eu accès. Et ce public-là, c'est aussi le public de demain pour nous. Donc pour moi, il y a vraiment un intérêt à aller chercher ce public qui, eux, vont pour l'instant consommer essentiellement sur smartphone parce que on est dans cette génération-là actuelle où effectivement avoir le petit écran à portée de main, c'est tellement simple qu'il n'y a plus forcément besoin de venir se déplacer en salle. Donc faut trouver comme ça des moyens de faire perdurer justement les traditions et puis tout en s'ouvrant justement avec une approche plus moderne. C'est vrai qu'on parlait de l'évolution de l'industrie du cinéma et du contenu qu'elle propose, mais il y a une évolution également du cinéma, du multiplex, des animations qu'on peut proposer par exemple au Pâté Labège, etc. De la façon dont on consomme le cinéma, mais pas le cinéma, le film, le moment cinéma. Oui, parce que ça, c'est vraiment des enjeux qui sont arrivés après le Covid. L'idée, nous, en tout cas, dans les salles, moi, dans les salles du Pâté Labège, c'est maintenant de m'efforcer au maximum d'aller proposer plus qu'une simple séance de cinéma. Donc, c'est-à-dire qu'on va très souvent animer, en tout cas le plus souvent possible, de manière qualitative, je l'espère, autour justement des films, pour en proposant des animations, des ateliers, des masterclass, des débats, tout type d'animation. Et en fait, ces petits plus font que les gens vont venir se déplacer parce qu'ils vont chercher quelque chose d'additionnel qu'ils auront pour le coup pas chez eux avec uniquement leur petit contenu. Et pour moi, tout ça, tu vois, c'est des choses qui s'imbriquent, exactement. Et qui font que si on arrive à faire ça, plus ça, en fait, l'expérience de la salle, ça sera pour moi limite l'expérience ultime. En fait. Ce que disait Sébastien tout à l'heure, j'imagine que tu dois le voir assez régulièrement, des enfants qui viennent, qui s'émerveillent, moi je me rappelle de Top Gun quand on avait mis des simulateurs, des choses comme ça, des enfants qui ont entre 5 et 10 ans, pour eux c'est Disneyland. C'est exactement ça. Et puis c'est un moment en fait dont ils se souviendront. Et ils se souviendront du lieu, ils se souviendront du film, ils se souviendront de l'ambiance, et en fait ils auront envie de revenir. Et c'est tout l'intérêt, je trouve, de sites culturels comme les nôtres, de faire revenir les gens.
Et en plus, on a la chance, nous, de changer de contenu chaque semaine, en fait. Donc, Je vous interromps avec un truc qui pour moi, est absolument génial. C'est cette nouvelle tendance qu'ont les salles de cinéma à proposer des films anciens, des Aussi. reprojections. Voir E.T. au cinéma, c'est moi qui suis né dans les années Remasterisé 70, en plus. éventuellement remasterisé, mais à la limite, c'est même pas le problème. C'est pour pouvoir amener sa descendance, ses enfants, les enfants de ses copains au cinéma et leur dire, je vais te montrer un film qui est génial, que malheureusement tu as peut-être vu à la télé ou autre, mais ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que quand on est dans une salle de cinéma, déjà, on n'a pas son téléphone dans les mains. Ça, c'est la première chose. Quand vous êtes à la maison, moi le premier, je vois très vite si ça m'intéresse, parce que je peux lâcher le téléphone. Si c'est moyennement intéressant, en même temps, je vais faire autre chose sur mon téléphone. Là, on est focus sur l'écran, le son vous englobe, le fauteuil vous englobe, la salle vous englobe, tout est là pour que vous soyez à votre affaire et pas distrait par tout un tas de choses. Et le voir dans ces conditions-là, c'est absolument génial. Donc pouvoir proposer comme ça des séances reboot où vous allez revoir des grands classiques du cinéma, il me semble d'ailleurs avoir entendu assez récemment dans un podcast en devenir qui s'appelle Rush, que Brice, tu n'avais jamais vu la série des Indiana Jones. Il te faut Absolument les revoir au cinéma. J'ai commencé Blade Runner et pour l'instant, je m'ennuie un petit peu. Mais après, c'est. Voilà. Mais moi, je peux te dire, par contre, que j'ai été voir Joker 2 en Dolby, j'ai trié mes mails. Pendant qu'il chantait, c'était. Bon. Ouais, après, moi, on je n'est pas à suis l'abri pas de patient, tomber donc, sur un mauvais film au cinéma. Ça peut arriver. Hein. Ça peut arriver. Mais effectivement, c'est la beauté aussi des séances que vous proposez au Pâté Labège. Il y a par exemple, je crois que vous avez le 100% Labège, ça s'appelle ? Exactement, on a le 100% Labège, qui est du coup en plus un rendez-vous créé par mes équipes. Voilà, moi je leur ai donné vraiment carte blanche sur ce rendez-vous-là. Et en fait, c'est chaque mois, en gros, une thématique. Et ils ont quartier libre pour la sélection des films par rapport à ça. Donc là, on est juste sur une simple séance de cinéma, par contre, c'est tous les lundis soirs. Et on est en train de monter un autre rendez-vous qui va s'appeler le Pâté Labège Ciné Club, où là, pour le coup... Je crois que c'est Labège Ciné Club. Ouais, ou Labège Ciné Club, Pâté Labège Ciné Club, je sais pas trop. Parce qu'en tout cas, il y a le logo Pâté Labège dessus. Et sur ce rendez-vous-là, en fait, donc ça sera aussi une sélection de films des équipes, avec pareil le même principe de thématique, mais par contre, autour de ça, on va systématiquement amener quelque chose sur ces séances, que ça soit du petit jeu quiz, que ça soit des débats, que ça soit enfin voilà, plein de petits jeux différents. Pour terminer sur l'importance de la salle, je ne sais pas si Sébastien et toi, Brice, vous avez connu ça, mais moi, je me suis rendu dans ma vie, déjà bien entamée, Alors déjà, je te coupe, on n'était pas né en 1950, mais bon, continue. 2 fois à la nuit des publivores. Est-ce que c'est quelque chose qui vous parle ? Ça me parle, j'en ai jamais fait, mais je connais. C'était dans les cinémas, on diffusait de 20h à 2h du matin toutes les meilleures pubs du monde. Oui. Vous auriez vu l'ambiance, C'est génial. franchement, ça n'avait rien à envier aux soirées Me I'm Famous de Ibiza. C'était de la folie. Et on diffusait des publicités qui étaient conçues pour la télévision sur un écran de cinéma. Ça s'enchaînait, on voyait des centaines et des centaines de pubs et c'était génial. Ce qui prouve bien que la salle de cinéma, quel que soit ce que vous allez diffuser sur l'écran, a un autre atout et apporte autre chose qu'un écran de télé, de smartphone ou de tablette. Le voilà ton prochain concept au Pâté Labège. T'inquiète, on déborde d'idées. Hein. D'ailleurs, il n'y a pas longtemps, je crois que vous avez même fait une journée avec un tournoi de jeux vidéo. Exactement, ouais, pour la première fois, on a proposé un tournoi de jeux vidéo dans nos salles. On a profité en fait de la sortie du film Sonic et du fait qu'on ait eu une exposition rétro gaming plus de quelques pièces assez rares autour de l'univers de Sonic dans le hall. Accessible gratuitement pour tout le public pendant toutes les vacances scolaires. Et le dernier jour, en fait, où ils sont venus démonter l'exposition, on a organisé un premier tournoi de jeux vidéo autour de la licence Smash Bros. Voilà, il y a eu une petite 50aine de joueurs qui sont venus s'affronter pour la première fois dans un tournoi de jeux vidéo, en tout cas dans des salles toulousaines. L'expérience a permis en fait à la fois de mélanger le grand public et à la fois des personnes de la communauté, on va dire geek, fortement geek de Smash Bros. On aurait bien aimé qu'il y ait plus de monde, mais après c'était pareil, vu que c'est un milieu qu'on a visé, qu'on maîtrise pas encore, il aurait fallu aller les chercher à des endroits bien spécifiques, notamment sur des serveurs Discord et tout ça, et on n'avait pas forcément les infos. On a quand même
même malgré tout réussi à toucher ces personnes parce qu'on en a quelques-uns, notamment des organisateurs de tournois qui sont venus lors de cet après-midi-là et on a beaucoup échangé avec eux pour avoir eux leur retour d'expérience par rapport à ce qu'on a proposé et par rapport à avoir aussi leur retour d'expérience par rapport à comment eux ils s'organisent au quotidien et savoir si il n'y avait pas des moyens d'avoir des interactions régulières avec ces personnes-là. En tout cas, ils ont trouvé le format hyper cool et surtout que la salle de cinéma se prête vachement bien à ce genre d'événement. On avait fait les phases de poule dans l'espace IMAX et les phases finales, la dernière heure et demie de combat en salle, donc avec le public qui pouvait venir assister directement sur le grand écran et les personnes qui avaient installé sur leur table leur retour PC devant ça. C'était franchement une expérience très cool. Moi, j'ai passé toute l'après-midi là, je me suis régalé. Bah, pour l'anecdote, j'étais là aussi. On a testé le matériel avec Sébastien avant. On a fait une petite partie. On se dit, bon, le jeu est sympathique. Ça va pas être bien sorcier. Et il y avait un niveau. Nous, on était niveau 1. Les joueurs étaient niveau 53 000. Ça allait à 2000. Ils étaient d'une puissance incroyable. Et ceux qui commentaient, effectivement. Moi, modestement, je m'étais dit, bon, si personne commente, je peux le faire. Et puis j'ai vu les mecs commenter, j'ai dit, ah ouais, ok, je comprenais à peu près la moitié de ce qu'ils disaient, parce que t'as un jargon. En fait, comme tu dis, c'était la rencontre des mondes, quoi. C'était cet univers-là. Nous, alors, dans le public, ils étaient tous acquis à leur cause. Mais des gens comme toi ou moi qui sommes pas. Hardcore gamer. Ouais, on est des gamers, pas hardcore gamers. Ouais. Mais voilà, mais voir ça, en fait, c'était super plaisant. Puis tu vois que c'est des passionnés, comme il y a les passionnés de cinéma, et eux sont passionnés de cinéma et de jeux vidéo. Donc c'était une superbe initiative. On vous invite à le refaire. Messieurs, je vous laisse le mot de la fin. On va conclure. Ça fait 1h10 qu'on est ensemble. Seb, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour cette année et comment tu vois l'avenir en général? Voilà, question ouverte. Alors, au jour où nous enregistrons, donc nous sommes 4 jours après une nomination présidentielle importante. Je veux croire en l'avenir. Voilà. Non, blague à part, écoutez, de toute façon... on prend comme disent les joueurs de foot, on prend les choses les unes après les autres, ou les joueurs de rugby, et on verra. Donc, j'espère que les choses vont bien se passer. Au niveau cinéma, j'ai eu la chance d'écouter vos derniers podcasts aux uns et aux autres, et on sait qu'on a des belles sorties qui devraient arriver, des films qui sont assez attendus, donc ça c'est cool. Au niveau Apple, on sait qu'on a des belles sorties qui sont annoncées, et ça c'est cool aussi. Qu'est-ce qu'on a quelles sont les rumeurs? Toi, je sais que tu es dans les petits papiers du secret des dieux. Mais non, dans les petits papiers, moi je suis dans le on va dire ce qu'il dieux. faut attendre. Ce que l'on sait déjà, c'est la sortie à la rentrée, ça c'est acté, des iPhone 17, et puis il y aurait normalement un nouveau modèle d'iPhone, l'iPhone Slim, donc ça sera intéressant de voir. Moi, il me tarde surtout le mois d'avril pour la sortie de iOS, macOS, iPadOS 15.4 et 18.4 pour les uns et les autres, afin d'avoir enfin Apple Intelligence en Europe, alors que nos amis anglo-saxons l'ont déjà depuis la fin de l'année. J'espère voir arriver du nouveau matériel, j'espère voir arriver un successeur au casque Apple Vision Pro que j'ai eu la chance d'essayer et qui m'a totalement retourné le cerveau. J'espère qu'il y aura de bons produits, que les affaires des uns et des autres, des cinémas, des vendeurs de matériel informatique, des faiseurs de podcasts vont bien fonctionner, et puis que le monde essaiera de tourner malgré tout comme il le fait depuis des millions d'années. Je t'ai fait une question très vague, tu as fini sur un truc sur le cosmos, mais je vais laisser le mot de la fin à Sébastien Lurie, parce que justement 2025, on se prépare une belle année cinéma, j'ai l'impression. Ouais, une belle année cinéma, ça va être alors ça va monter en puissance au fur et à mesure d'année pour finir en apothéose sur Avatar 3 qui va se dévoiler au fur et à mesure un peu de l'année. Là, on Fire and Ash. Exactement, là on a le vu, feu et les haches. quelques images, en tout cas quelques captures un peu d'écran et tout ça, et ça a l'air d'être visuellement encore une fois incroyable. Après, moi j'ai vraiment un grand rendez-vous, de toute façon tu le sais très bien, que j'attends depuis un petit paquet de temps, c'est le film F1 qui va sortir avec Brad Pitt. Avec Brad Pitt, le vrai film Apple. Exactement, film Apple, absolument. tout à fait, et film aussi tourné en IMAX, donc voilà, qui va être assez incroyable. Et pour faire un petit dernier clin d'œil à Apple, et c'est un film que j'attends aussi, le 28 ans plus tard, qui sort également au mois de juin, parce qu'il a été tourné avec un iPhone, bon, pas un iPhone lambda, un iPhone gonflé iPhone 15 gonflé Pro aux stéroïdes, Max, mais avec un équipement autour évidemment de qualité. Gonflé aux stéroïdes, et les deux premiers étaient quand même des belles réussites, et là j'ai hâte de voir avec une image un peu plus moderne. C'est Danny Boyle qui réalise encore. Exactement. Le frère de Suzanne, on l'embrasse au passage. Et il y aura du Superman, il y aura du Jurassic Park, il y a énormément de choses. En fait, alors cette année par rapport à l'année dernière, il y a plus de choses sur le papier. Maintenant, ce que je vais attendre de voir, l'année dernière, on a eu quand même pas mal de belles surprises.
Donc j'attends de voir quelles vont être les surprises de cette année. Et pour finir, on a bientôt les Oscars et les Césars. Et puis on a Ouais. un film français qui a Cocorico. tombé hier, qui a 13 cassé nominations. toutes les nominations. 13 nominations. On Ça espère commence que à ça lui devenir une portera chance. habitude en France avec les Oscars. C'est petit à petit, on commence à repeser dans le game cinématographique. Ouais, en fait, moi, je international. suis doublement content parce qu'en fait, cette année 2024, au niveau de Pathé film, elle est juste incroyable, avec bien évidemment le succès aussi de Monte Cristo, succès, on va dire, public, et ce succès, on va dire, aussi critique et on va dire festival et récompense de Emilia Pérez. Donc voilà, hein, c'est une grande et belle année 2024 pour Pathé, et il y a plein d'autres belles choses qui arrivent en 2025. Et le film français cette année qui va être très ambitieux, c'est De Gaulle. De Gaulle, ouais, exactement, qui sera en 2 parties. Moi, j'ai eu la chance de voir quelques images déjà il y a plusieurs mois. C'était fou, l'immersion. Ah ouais, à ce point-là ? Ouais, l'immersion était incroyable. D'accord. En tout cas, c'est encore une fois, Pathé s'est remis depuis quelques années à faire du cinéma de manière très ambitieuse. Monte Cristo en est la preuve incroyable. Et qu'on continue sur ce chemin parce que sincèrement, on va, je pense, en impressionner encore plus d'un. D'ailleurs, je ne sais pas si vous saviez, mais dans les années 60, l'équipe de France de football prenait très peu de buts, puisqu'elle avait De Gaulle. Mhm. Ça sera Et le est-ce mot... que le volet numéro 2 de Gaulle s'appellera De Gaulle 2 ou... Non, il s'appellera 3 Gaulle. Ah. Je suis un petit peu, merci. C'était le mot de la fin. Merci à tous de nous avoir écoutés. Merci de nous mettre 5 étoiles si vous avez aimé ce podcast. Vous pouvez également vous abonner et surtout nous dire en commentaire ce que vous en pensez. Si vous voulez que Locan revienne, puisqu'apparemment il va revenir dans le prochain épisode. Il reviendra sur le continent européen. Si vous voulez que Sébastien parle moins, qu'il parle plus. Si vous voulez que nous invitions d'autres Sébastiens, que nous faisions un épisode avec 3 Sébastiens. Bref, faites-nous des retours. Merci à tous. À bientôt. Ciao, ciao. Et mettez 5 étoiles même si vous aimez pas. Merci. Bah oui, mais c'est mieux qu'une étoile.